Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale avec des journalistes, éditorialistes, chroniqueurs politiques et analystes politiques. C'est ici sur Club Média 7. Club Média 7 qui reçoit ce dimanche Francis Elo-Jatade, analyste politique. Francis Elo-Jatade, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Pascal Anselme-Agueoune, journaliste au quotidien du service public de la Nation. Pascal Anselme-Agueoune, bonsoir. Bonsoir Linaïga Guadaoui et bonsoir à nos téléspectateurs. Le premier chapitre de cette émission, c'est bel et bien la revue de presse hebdomadaire. C'est une réalisation de Marcel Arossi. Vlavonu à nouveau plébiscité à la tête du Parlement. Une prime à la loyauté et à la fidélité aux idéaux de la mouvance, dira l'événement précis. Mais il aura fallu attendre jusqu'au vote du dimanche dernier pour s'en rassurer, même si les pronostics et plusieurs sources discrètes annonçaient déjà son retour à la tête du Parlement pour le compte de la 9e législature. 77 députés sur les 107 votants ont donc donné leur quitus à Louis Vlavonu pour poursuivre ses actions à la tête de l'institution parlementaire, indique la primeur. Et Louis Vlavonu, président, ce n'est pas étonnant selon ce journal. Si depuis quelques jours les pronostics allaient en sa faveur, l'homme a su quand même se révéler au cours de son premier mandat à la tête de l'institution, ajoute la primeur. Élu en 2019 au perchoir, Vlavonu a implémenté au palais des gouverneurs une nouvelle dynamique, une culture du travail bien fait et de la responsabilité tente de faire croire le quotidien. Les démocrates, eux, démarrent en trombe, comme sur des chapeaux de roue, dit exactement fraternité. Désormais, un autre son de cloche se fera entendre à l'hémicycle. C'est en ces termes que Nourenou Achadé, dépêché par le parti pour lire à la tribune la déclaration de constitution du groupe parlementaire, a annoncé la couleur avant de formuler le credo de son groupe politique, rapporte le journal. C'est plus que jamais le moment de jouer le rôle d'élu du peuple qui est le nôtre pour enrayer de notre pays les pratiques malsaines, privatives de liberté et de démocratie. Comme on pouvait s'y attendre, il a décoché des flèches aux pointes bien acérées sur le gouvernement, la Sénat, la Cour constitutionnelle et la 8e législature. Poursuit Fraternité. Ils ne sont pas venus en promenade, avis d'observateurs bien avertis, comme le soulignent les médias. À peine Nourenou Achadé a eu le temps de finir sa déclaration à la tribune de l'Assemblée nationale, la toute première de cette 9e législature, que son collègue Basile Arossi fait parler de lui à travers une demande d'explication adressée au président du Parlement, nous apprend les journaux à l'image de l'événement précis. En se basant sur les informations relayées sur les réseaux sociaux, le député veut avoir le cœur net sur les prétendues prorogations de paiement des émoluments accordés aux députés de la 8e législature. Pour enfoncer le clou, c'est Éric Ondété, le président du parti, qui s'indigne contre l'installation des suppléants sur le fait que les démissions des titulaires ne devraient pas être acceptées parce que contraire au test, rapporte Fraternité. Les opposants, privés de la vie parlementaire pendant 4 ans, sont décidément résolus à rattraper le temps perdu, conclut ce quotidien. Mais des risques de fissures, il y en a. Il y a des signes qui ne trompent pas selon Fraternité. Dimanche dernier, lors de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale 9e législature, l'opposition, en engrangeant des scores allant de 30 à 33 voix, alors qu'elle ne compte que 28 députés, laisse entrevoir, selon le journal, des fissures et des possibilités de retournement de veste au sein du bloc de la mouvance présidentielle à l'hémicycle, composé de l'Union progressiste Le Renouveau et du bloc républicain. Si au cours de la 8e législature, il n'y avait pas véritablement de moyen de tester la loyauté de tous les députés élus sur ces 2 listes à Patrice Talon, à part lors de l'épisode des parrainages pour la présidentielle de 2021, le premier test aura suffi pour comprendre qu'au cours du mandat 2023-2026, au Parlement et même en dehors, les mouvanciers peuvent s'inquiéter de l'imperméabilité de leur regroupement autour des ambitions de l'actuel locataire de la Marina, avertit Fraternité. Bientôt les élections générales de 2026, mais qui sera le dauphin de Patrice Talon? Qui sait? Et qui peut savoir? C'est Gaskiani Info qui nous amène sur ce terrain. Sa version, la voici. Contrairement à son prédécesseur Yahi Boni qui les changeait comme des chemises, Patrice Talon a fait de la stabilité de son équipe une priorité, ce qui rassure les démissionnaires. Outre les garanties éventuelles qu'ils auraient, des intérêts pécuniaires sont sans doute aussi une source de motivation complémentaire. Sinon, première. En effet, comme le soupçonne fortement l'opinion publique,
les ministres sont bien traités par l'État, particulièrement depuis l'avènement du régime actuel. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Le matinal, mise en place des organes techniques du Parlement. Les démocrates bourdent à tort les travaux. Ils protestent contre la mainmise de la majorité sur les commissions permanentes. Les travaux poursuivis et achevés. Lutte contre l'insécurité, Talon et Traoré s'unissent contre le terrorisme. Couvre-feu dans 6 localités de Kobli. La Croix du Bénin, installation de la 9e législature, c'est parti pour 1825 jours d'épreuve. Fondation de l'archidiocèse de Cotonou, susciter une large adhésion des fidèles. Le progrès, diplomatie, Patrice Talon au pays des hommes intègres. L'événement précis, vente aux enchères suite à des procédures judiciaires. La justice met en vente 18 immeubles. D'Ajavon, Libération, Anarque, par collecte illégale d'épargne publique ou d'intermédiation financière. Les vieux démons de retour, le gouvernement interdit. Le placement en ligne met en garde les structures et leurs promoteurs. Les populations averties des risques. Fraternité, opposition parlementaire, éviter le dilatoire pour l'essentiel. Des arguments et des idées constructives pour gagner la sympathie du peuple. Maintien en bon état des édifices, parcs et espaces publics. Une agence pour assurer l'exploitation durable. Info Matin, démission des ministres élus à l'Assemblée nationale. Talon, prêt à terminer son mandat avec la même équipe. Point d'interrogation. Le potentiel. Appel public à l'épargne par des personnes morales et physiques. Romuald Ouaddaï demande un arrêt immédiat des opérations. Il appelle les populations à la vigilance. Le matinal. Conseil des ministres. La PEP créée pour prévenir la dégradation des édifices publics vers la dissolution de l'annexe MO. Point d'interrogation. Merci donc à vous, cher Marcel Arossi. Juste après la revue, le point de vue de nos invités sur l'actualité domestique, celle nationale, c'est dans 7 jours au Bénin. Francis Selo Jaratade, le chef de l'État béninois, Patrice Talon était à Ouaga, la capitale burkinabé. Il a eu à s'entretenir avec son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Burkina Faso et surtout la lutte contre le phénomène terroriste. Oui, vous savez évidemment que la sous-région, depuis un moment, est menacée par les terroristes. Et puis vous savez que le terrorisme progresse depuis le Sahel et gagne les États côtiers. Et plusieurs initiatives ont été prises par les États dans la perspective de lutter efficacement, d'endiguer ce mal. Vous savez évidemment qu'au-delà de l'initiative d'Accra, qui regroupe les pays tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Royaume-Uni, même l'Algérie, vous savez évidemment que le 22 novembre 2022, il y a eu des mesures fortes qui ont été prises sur la proposition du président Patrice Talon, qui a bien voulu qu'on donne beaucoup plus d'envergure à cette initiative pour la rendre plus efficace. Et c'est à l'occasion qu'on a décidé de mettre en place une force conjointe qui permettrait de lutter efficacement contre l'avancée terroriste. Et entre autres, il faut retenir que l'initiative d'Accra était principalement axée sur 3 points. Il fallait partager donc les renseignements et puis les informations d'une part. D'autre part, il faut faire en sorte qu'on forme le personnel de sécurité et de renseignement. Et 3, il faut donc maintenant coordonner les actions militaires conjointes et transfrontalières pour pouvoir contrer le mal djihadiste, le mal terroriste qui fait assez de tort au pays, aussi bien sahélien que côtier. Et puis, vous savez évidemment qu'à la suite, quelques mois après, je crois que le 4 décembre, à l'occasion du 72e sommet de la CEDEAO à Abuja, les chefs d'État réunis ont décidé aussi de mettre en place une force régionale. Et cette force aiderait essentiellement à lutter contre le terrorisme, le djihadisme, mais aussi à empêcher les coups d'État en fait, qui secouent depuis un moment les pays en fait, de la sous-région. Vous savez évidemment qu'un coup d'État, c'est forcément la confiscation de l'appareil politique en violation des textes constitutionnels. C'est ce qui a justifié le fait qu'au moment où Akufo-Nana Addo partait et que Embalo Sissoko doit venir prendre la direction de la CEDEAO, entre autres, on a dit qu'il faut lever les sanctions
économiques et financières qui pesaient sur le Mali, sur le Burkina, mais il faut maintenir les sanctions individuelles et la suspension des organes. Vous savez, donc ces suspensions ont fait évidemment que les États tels que le Mali et le Burkina sont en train d'envisager une fédération pour se rendre plus on va y revenir. Il s'agit donc de mutualiser les efforts pour mieux endiguer. Pour qu'on puisse conclure, c'est que cette visite permet en fait au Bénin et au Burkina de renforcer la coopération bilatérale d'une part, mais de s'entendre de façon consensuelle sur les mesures à prendre pour endiguer le mal terroriste qui sévit dans la sous-région. Voilà. Il s'agit donc de mutualiser les efforts pour mieux faire face à ce phénomène. Quel est le petit plus que pourrait apporter ce voyage de Patrice Talon au pays des hommes intègres? Vous savez que le Burkina Faso, par ces derniers temps, est un pays, je dirais, qui est un peu, un peu à la face du monde comme un pays en crise. Vous savez également l'actualité qui prévaut au Burkina Faso et les différents conflits d'intérêts qu'il y a de façon générale. Cela n'enlève en rien la coopération transfrontalière qu'il y a entre le Bénin et le Burkina. Dernièrement, l'actualité également nous fait parler un peu de ce désaccord qu'il y a entre le Burkina et la France, le fait que la France vienne soutenir un peu les efforts de lutte contre le terrorisme au Bénin également. On pourrait se dire à un moment donné, est-ce que la France ne veut pas prendre le Bénin comme son nouveau filleul? Ouais, donc, devant tous ces postulats, je pense que cette visite vient quand même pour dire que le Burkina et le Bénin sont des pays frères qui ont une longue histoire. Je me rappelle encore de ce conflit de souveraineté dans la zone de Koualou-Kourou, qui a finalement été résolu par la Cour internationale de justice, ce qui fait que cette zone-là est devenue une zone neutre que le Bénin et le Burkina gèrent ensemble. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est deux pays qui ont un destin quand même un peu commun, surtout pour ce qui est de la lutte contre l'extrémisme violent conduisant au terrorisme. Et cette visite va vraiment renforcer les relations de coopération. Quand un président, un chef d'État, va voir son homologue, c'est toujours pour des actions fortes. Sinon, la diplomatie aurait pu régler ces problèmes-là à distance. On aurait pu envoyer les ministres des Affaires étrangères, comme on a vu en 2017, il y a Alpha Barré qui était arrivé quand même au Bénin. Il y a eu 9 accords de coopération entre le Bénin, le Nigeria et le Burkina à cette occasion-là. Mais cette fois-ci, de 2017 à aujourd'hui, il y a des faits marquants. En temps 1er mai 2019, il y a eu quand même l'enlèvement de 2 touristes avec leur guide béninois qui a été assassiné. Ouais, donc ça a été le premier signal fort. C'est ça qui a quand même, je dirais, a été un peu comme le déclenchement des actions antiterroristes du Bénin. Désormais, le Bénin sait qu'il doit prendre cette lutte-là à bras le corps, comme les autres pays qui sont sous la même menace. Et cette visite vient renforcer justement la coopération transfrontalière en la matière. Et c'est une visite aux multiples enjeux dans un contexte géopolitique marqué par le terrorisme au Sahel, l'annonce d'une fédération, comme vous l'évoquiez, entre le Burkina Faso et le Mali. Nous avons également la rupture des relations entre le Burkina Faso et la France. Et puis le Mali qui a reçu récemment le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Oui, vous savez que ça fait 3 événements majeurs qui obligent à ce que les chefs d'État se concèdent, notamment le Bénin, pour évaluer la situation avec le Burkina, afin que le Bénin sache quelles pourraient être les conséquences éventuelles de cette décision souverainiste que le Mali et le Burkina sont en train d'envisager. Vous savez que la fédération, évidemment, c'est une très bonne chose, mais ça peut avoir des conséquences collatérales sur les autres pays qui partagent les frontières avec ces nations. Vous savez qu'en fait, vous avez évoqué, premièrement, la rupture des relations avec la France. Le Burkina Faso a décidé d'expulser en fait la présence militaire, d'empêcher que les militaires français continuent d'opérer sur son territoire. De deux, vous avez vu que les ministres des Affaires étrangères en fait, de ces pays tels que je crois, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina ont tenu une séance pour se concerter sur la stratégie à adopter, parce que vous savez que là-bas, en Guinée-Conakry, ils ont quand même la mer, ils ont une façade maritime. Or, les autres pays sont des pays sahéliens et n'ont pas de façade maritime. En cas de mesures de sanctions économiques et financières, ces pays risquent d'être étouffés. Forcément, ces pays ont besoin de mettre le cap sur un pays qui a une façade maritime. C'est peut-être ce qui a justifié le fait que la Guinée-Conakry, qui du reste a commis aussi un coup d'État et qui est sous sanction, s'est rapproché évidemment du Mali et du Burkina. Il y a la visite du
ministre des Affaires étrangères russe au Mali, qui peut être interprété de diverses façons. Et en plus de ça, le voyage du Premier ministre, je vais citer Maître Apollinaire, qu'il aime de Tambela, je crois, qui est allé au Mali. Le débat n'a pas été fait suffisamment au Burkina Faso, parce que le docteur Kéré, qui est enseignant-chercheur en sciences politiques, et qui est aussi directeur exécutif du cercle d'études, je crois, Afrique-Monde, est intervenu pour dire qu'en fait, ce débat n'a pas été fait suffisamment au Burkina Faso, le débat sur la fédération. Mais ils ont appris comme tout le monde que c'est à travers des canaux, à travers la presse, qu'ils ont vu leur Premier ministre porter le projet de la fédération avec le Mali, qui n'est pas mauvais en soi, parce que c'est une très belle initiative, mais le débat aurait pu se faire, par exemple, avec les Burkinabés. Alors, dans ce contexte géopolitique, chargé de bouleversement et de mutation, le Bénin doit se repositionner afin de ne pas subir les affres, en fait, de la diplomatie qui est en marche. Vous savez évidemment que les États tels que le Mali et le Burkina ont fait l'option, et le Mali en premier. Évidemment, c'est que le Mali a rompu les relations. Par la suite, le Mali à l'international a même osé aller à la tribune des Nations Unies, tenir un discours souverainiste. Qui a fait incendiaire. Mais oui, si, vous savez, par la suite, vous avez vu ce qui a suivi. Les deux pays, le Mali et la France, ont eu des rapports envenimés. Je crois que la diplomatie a été refroidie, mais on craint que le Mali ne fasse la contagion. Et curieusement, c'est que pour le Burkina Faso, le Mali est un bon repère. Et c'est ce qui justifie les rapprochements entre le Mali et le Burkina. Le Bénin doit pouvoir évaluer la situation pour voir dans quelle mesure, puisque vous avez vu qu'après le voyage de Embalo Sissoko, à la veille des élections ici au Bénin, et puis ils sont arrivés lors de la proclamation des résultats au Bénin, entre autres questions discutées avec le chef d'État béninois, il y avait la question de la lutte contre le terrorisme. Parce que le président Embalo Sissoko multipliait les consultations avec ses pairs pour s'assurer qu'ils sont d'avis que la dynamique doit être unitaire et que l'effort doit être mutualisé. Entre autres, il faut retenir que dans cette visite, le chef d'État béninois, qui défend les intérêts de son pays, et qui est un homme pragmatique, veut évaluer la situation pour voir comment est-ce que le Bénin pourra tirer ses marrons du feu. Pascal Ansemagoundé, autant de paramètres à prendre en considération face à la menace terroriste qui provoque, rappelons-le, des centaines de morts et des milliers de déplacés. Bien sûr, les conséquences de la menace terroriste ne sont même plus à évoquer. Je pense que le dernier discours du chef de l'État, quand il prenait le pouvoir, il a dit les défis sont d'ordre sécuritaire et sanitaire. Et sécuritaire parce qu'il sait que le Bénin est entré dans une nouvelle phase sécuritaire. Si hier, on voyait un peu la menace terroriste comme quelque chose qu'on l'on pouvait voir de loin, aujourd'hui, on la ressent. Et ces affres sont de plus en plus grandissants. Je pense que c'est tout cela qui justifie l'importance que le chef de l'État accorde à la question sécuritaire. Nous l'avons déjà ressenti à travers les décisions, les dispositions prises pour équiper les forces armées béninoises. Et tout cela, il faut pouvoir les aligner dans le même cadre d'idées parce que ce sont des actions qui sont intégrées pour la même vision, c'est là de sécuriser nos frontières. Et sécuriser nos frontières aujourd'hui ne peut pas se faire sans l'autre, sans le pays qui est à côté, sans le voisin d'à côté qui est également naturellement un pays frère. Aller au Burkina Faso, c'est pour tous ces intérêts-là. C'est également, on l'a déjà relevé, c'est également pour le chef de l'État une façon de s'imprégner un peu la situation, de ce qui se passe exactement, parce que vous avez un pays qui est très impliqué dans la lutte antiterroriste et qui quand même a posé un acte fort en se désolidarisant d'un pays qui l'aide, ce même pays qui aide également le Bénin, vous savez. Donc ça pourrait rapidement prêter à confusion. On pourrait se demander, est-ce qu'il n'y aura pas un effet de contagion encore du Burkina vers le Bénin? C'est des débats qui peuvent encore avoir lieu, mais je pense qu'on n'en est pas là. Notre chef d'État, vous le connaissez, il n'est pas un chef d'État qui se laisse émouvoir très vite. C'est certainement parce qu'il a senti que sa visite est stratégique et qu'il fallait qu'il se rende lui-même sur le terrain pour évaluer, pour prendre des décisions.
Du point de vue des relations bilatérales, cette visite vient consolider l'axe Cotonou-Ouagadougou. Et oui, ça vient renforcer en fait la coopération bilatérale, d'une part, et ça permet aussi de partager les expériences. Vous savez évidemment que le jeune capitaine est venu au pouvoir dans des contextes particuliers. Et n'oubliez pas que la décision qui a été prise au niveau de l'initiative d'Accra de mettre en place une force conjointe est venue après le deuxième coup d'État intervenu en fait au Burkina Faso. Donc il est normal que le chef d'État béninois qui a même proposé, le Bénin a proposé évidemment un renforcement du protocole additionnel de la CEDEAO qui visait évidemment à empêcher que les chefs d'État ne surfent sur le troisième mandat et pour semer de l'insécurité dans la sous-région, vient en fait justifier le fait que le chef d'État béninois est soucieux évidemment de la question sécuritaire, mais aussi la question de la stabilité des institutions au sein de la grande famille de la sous-région. Et vous savez que nous partageons en fait la mère patrie qu'est la France, ancienne puissance colonisatrice, mais qui peine évidemment à accepter que nous avions atteint un seuil de maturité. Donc la diplomatie paternaliste. Avec le sentiment anti-français très prononcé au Sahel. Mais oui, c'est un réveil et il faut que la France réagisse à la diplomatie pour l'arrimer avec la nouvelle donne parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a des options panafricaines qui sont en train de se mettre en place, même si la France décide timidement ou pas des mesures ardues à combattre certaines chaînes de télévision. Je vais citer par exemple Afrique Média, sur lesquels les débats sont orageux et que les critiques sont orageuses à l'endroit de la France. Ça dérange au point qu'on a sauté la France du bouquet, on a sauté Afrique Média du bouquet de Canal+. Ça ne justifie pas que ça ne peut pas étouffer en fait le sentiment anti-français et le réveil qu'on note chez les peuples africains, qui n'acceptent plus le néocolonialisme économique. Et vous avez vu que le pape, à l'occasion de son dernier voyage, en fait, récent voyage en RDC et puis dans le Soudan, a tenu un discours. Que ce discours soit audible ou non, c'est quand même, ça marque l'histoire et c'est enregistré dans les annales de l'histoire. Intéressons-nous à présent à un autre sujet qui aura marqué l'actualité de la semaine écoulée. Il s'agit de la création annoncée en Conseil des ministres d'une agence dédiée à l'entretien et à l'exploitation des parcs, édifices et places publiques au Bénin. Parlons d'abord de l'objet même, de l'objet auquel va s'intéresser cette agence-là, les parcs, les édifices, les monuments. Et il faut reconnaître que nous en avons. Nous en avons. Le pays, Cotonou, s'est enrichi de plusieurs nouveaux monuments. Et nous avons la statue imposante de Bioguera, la majestueuse statue de l'Amazone. De l'Amazone, qui est quand même la deuxième plus grande d'Afrique, dit-on. Voilà. Et je pense que tout cela a besoin d'être entretenu. Il y a un problème que nous avons toujours eu au Bénin, c'est l'entretien. C'est l'entretien des infrastructures. Ça a été un problème de tout temps. L'entretien des infrastructures, c'est un défi permanent. Et on aurait pu se demander pourquoi une agence pour entretenir. Pourquoi ne pas simplement demander à la CIRAT ou à telle société de s'en charger? Même aux collectivités locales. Encore que le Conseil des ministres précise que la nouvelle agence va en fait signer des conventions, des accords, des partenariats avec les collectivités locales pour l'entretien des édifices qui leur ont été affectés, avec la CIRAT, pour l'entretien également, et avec une autre agence, je crois que c'est l'ANEXMO, pour ce qui concerne ce qui relève des manifestations officielles également. L'ANEXMO qui disparaît désormais? Ce n'est pas dit de façon officielle, mais on peut faire une déduction. Si l'ANEXMO a peut-être dans son giron d'autres attributions, peut-être bien qu'elle va suivre encore, mais on peut déduire que c'est l'ANEXMO qui disparaît au profit de cette agence-là qui sera beaucoup plus englobante parce qu'il ne s'agira pas simplement d'organisation de manifestations officielles, mais cette fois-ci, c'est également d'entretien, d'exploitation de ces édifices-là. Et l'exploitation de ces édifices, c'est une façon également de rapporter de l'argent dans les caisses de l'État. Parce que vous voyez, la statue de l'Amazone, c'est une esplanade et c'est un grand espace qui est dédié à cela. Et avec cet espace, on peut faire beaucoup de choses. Je pense que ça a eu à abriter des événements. Donc, c'est le moment de rentabiliser, en fait, et de faire en sorte que ce soit bien entretenu, de faire en sorte que ça garde toute sa splendeur, toute sa beauté, et qu'on en soit toujours fier. Francis Yatade, en quoi est-ce opportun la création de cette agence? Oui, c'est indispensable pour que nous puissions nous assurer du suivi et surtout de l'entretien, du maintien en bon état
pour une bonne exploitation, évidemment, de ces infrastructures. Et je crois que vous avez bien fait de citer, en fait, les structures avec lesquelles la nouvelle agence est tenue de signer des conventions de partenariat. Vous avez cité, entre autres, la CIRAT, vous avez cité aussi la collectivité territoriale, parce qu'il y a des équipements et puis édifices qui ont été dédiés, en fait, maintenant, qui ont été affectés à ces collectivités. Dorénavant, l'agence va s'en occuper. Vous avez parlé de l'ANESMO, en fait, l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles, désormais a vu que les attributions de l'APEP vont jusqu'au-delà et prennent en compte, en fait, les manifestations officielles. Oui. Donc, il y a une mort progressive, en fait, qui s'annonce pour l'ANESMO. Il y a aussi que des accords seront signés avec la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Pourquoi ce choix, à votre avis? Non, mais c'est le souci, en fait, d'assurer une bonne gestion et une bonne exploitation afin que l'État en tire le meilleur profit, parce qu'il faut les retours sur investissement, parce que c'est des investissements lourds. C'est vrai qu'en les laissant au niveau des collectivités ou de la CIRAT ou de la Société du patrimoine, des patrimoines immobiliers de l'État, on ne verra pas la transparence, en fait, de la gestion. Il vaut mieux centraliser ça au niveau d'une seule agence pour que l'agence s'en occupe, afin qu'on puisse la responsabiliser. Et en cas de défaillance, on sera situé la responsabilité pour corriger ce qui est corrigible. Un souci de rationalisation? Absolument, souci de rationalisation. Et souci, en fait, d'amélioration qualitative du suivi, parce qu'en fait, ces édifices se dégradent facilement. Et ça permettra de planifier l'amélioration, la réhabilitation, afin que ce soit pérenne. Donc, le souci, en fait, du gouvernement est noble et salutaire. Et la PEP est bien née. Et il est à souhaiter maintenant que les animateurs soient des gens suffisamment consciencieux et qui se mettent dans la dynamique de l'esprit qui anime le chef de l'État et son équipe gouvernementale, afin que nous puissions en tirer le meilleur profit possible. Que ce soit une institution très opérationnelle. Parce qu'en fait, les ministres qui sont concernés ont été instruits au fin diligemment de prendre les mesures pour opérationnaliser la PEP. Et entre autres, il y a le ministre de la décentralisation, le ministre du cadre de vie, le ministre des Transports, parce que vous savez que la CIRAT relève plus ou moins des infrastructures de transport, mais aussi de l'aménagement du territoire. Bon, il y a plusieurs structures qui sont impliquées. La décentralisation, parce que les collectivités locales sont concernés. Donc, c'est la nécessité, en fait, de maintenir, d'entretenir et de maintenir en bon état ces infrastructures pour une bonne exploitation. Donc, il y a l'entretien des espaces verts, mais aussi la gestion et l'exploitation des édifices, des parcs et puis des places publiques. Et ce sera salutaire dès lors que ça permettrait évidemment de voir la transparence et puis ça permettrait de faire un meilleur suivi pour assurer une vie pérenne à ces infrastructures. Beaucoup d'espoir placé donc dans la création de la PEP. Oui, beaucoup d'espoir placé. Et je dirais même que l'attribution qui me semble être l'attribution propre, c'est la gestion et vraiment l'exploitation. Et quand vous voyez l'entretien de façon générale avec tous les partenariats que la nouvelle agence doit signer, on sent que ce volet est largement pris en compte. La CIRAT, il y a la SPIE, dont on appelle la SOPIE, Société du patrimoine immobilier de l'État, mais il y a également les collectivités locales. Donc le volet entretien est quand même assez pris en compte. C'est la gestion et l'exploitation qui sera vraiment le maillon fort. Comment cela va se passer quand vous voyez un espace aussi grand que celui de l'Amazon, où actuellement il y a plus de 100 visiteurs chaque jour. Il y a des personnes qui viennent, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment gérer, exploiter, parce que tant qu'il y a des gens qui passent, qui restent, c'est qu'il y a un risque permanent de dégradation. Justement, au volet exploitation, donc on aurait voulu qu'il y ait par exemple des bars-restaurants qui gravitent un peu autour de la statue, c'est pas. Je crois que ça va développer une autre activité. Et il vaut mieux s'en tenir évidemment à l'aspect touristique, l'aspect esthétique, cosmétique, parce que c'est pour embellir nos villes, en fait. Et vous voyez le jardin, parce qu'en fait, il y a entre autres les jardins et les équipements connexes
Oui. Je crois que le souci, ce n'est pas de commercialiser, en fait, de mettre des centres commerciaux autour, mais c'est veiller à ce que ces édifices et puis ces espaces soient maintenus en bon état et qu'on les exploite dans la perspective de donner plus, en fait, un visage attrayant. En fait, à notre pays, parce que depuis un moment, il y a une transformation structurelle, une transformation qui s'observe, parce que le chef de l'État, c'est un homme de qualité, et puis il a le souci de faire du Bénin un havre de paix, mais aussi un pays qui n'a rien à envier aux autres pays que nous célébrons, que nous appelons les pays les plus développés. Le développement, ça peut s'internaliser si on décide de faire des choix pertinents. Et je crois que le souci, à travers le portefeuille très lourd qu'il s'est donné, c'est faire en sorte que, à la fin de ces quinquennats, qu'on puisse le porter en triomphe, qu'on se dise que le Bénin a été transformé et qu'il reste et demeure pour nous une école. Et si nos chefs d'État venaient et qu'ils n'étaient pas à la hauteur, les citoyens se chargeront de lui indiquer la voie. À quoi pensez-vous donc quand on parle d'exploitation? Oui, bien sûr, exploitation des places publiques, mais c'est surtout pour les manifestations officielles, vous voyez, parce que n'oublions pas que la PEP prend en compte les attributions de l'ANESMO. Donc moi, je vois beaucoup plus le volet organisation d'événements, de manifestations culturelles. Voilà. Pour ces genres de choses-là, on sait forcément que cette place-là, les places publiques qui ont été aménagées sont quand même assez adéquats pour ces choses-là, mais assez adéquates du moins sur les places publiques. Mais je ne vois pas trop le volet commercial parce que ça va devenir autre chose. Faire encore, par exemple, de la place de l'Amazon, un centre commercial, ça risque de galvauder un peu la vision, la sacralité qu'on a envie de donner à cet espace-là. Vous voyez? Et puis l'écho que ça fait déjà un peu à l'international, ça va un peu galvauder. On va se dire, bon, donc ça veut dire qu'au départ, l'idée c'était en fait de rentabiliser. L'idée au départ, on ne verrait plus que l'idée au départ, c'est vraiment de laisser quelque chose pour les générations à venir, marquer notre histoire et marquer les générations à venir également. Ça va devenir carrément autre chose. Ce sera une plateforme de commerce et ça risque d'atténuer un peu la grande estime que nous avons déjà pour ces monuments. Alors, quand on parle d'entretien, il faudra également mettre le curseur sur le civisme des usagers de ces places publiques. Oui, il y a une éducation à faire dans ce sens, une sensibilisation. Je crois que j'ai eu beaucoup de plaisir à visiter ces différents sites. J'ai eu à prendre des photos parce que je me suis dit que le Bénin est en train de se transformer. Il faut que je rattrape le train de la modernité. Il faut que vous soyez un témoin vivant de l'histoire. Oui, c'est ça. Donc, c'est à saluer. Il faut l'avouer, mais il faut faire en sorte que ce soit maintenu en bon état. Vous avez vu que les édifices et équipements en fait, qui étaient dédiés aux manifestations maintenant rentrent dans le portefeuille de la PEP. Parce qu'on veut en faire une agence avec une autonomie digne du nom pour que nous puissions nous assurer que les réalisations, en fait, les investissements qui sont engloutis dans la réalisation de ces infrastructures ne sont pas des investissements à perte. Et que, évidemment, on va non seulement préserver, conserver l'histoire, mais aussi jouer sur le culturel et le touristique. Parce que le chef d'État est amoureux du tourisme et de la culture. Il ne faut pas l'oublier. Il y a plusieurs places publiques qui existaient avant les nouvelles qui ont été construites. Oui. Mais ce sont des places qui végètent dans l'insalubrité et le règne de l'insécurité avec tous leurs corollaires. Et c'est justement tout cela que doit prendre en compte la nouvelle agence. C'est pourquoi je dis son défi, c'est vraiment la gestion et l'exploitation vraiment de tous ces espaces-là, de toutes ces places-là. Vous voyez, je pense encore à des endroits comme le Rôle des Arts. Je pense à des endroits comme le FUTEB, même si ce n'est pas des endroits qu'on peut appeler des espaces publics, mais c'est des édifices qui peuvent quand même servir à des manifestations officielles, mais qui visaient dans un état déplorable. Il y a une vision de rénovation derrière tous ces édifices que j'ai cités là. Et il faut peut-être réfléchir, voir dans quelle mesure donner également la main à cette nouvelle agence pour qu'elle puisse vraiment relever ces infrastructures qui ont quand même une certaine histoire et qui aujourd'hui ne servent carrément plus à rien, mais qui quand même peuvent être valorisées. L'hygiène et la propreté de nos édifices, de nos places publiques? Oui, évidemment, pour éviter leur délabrement et puis leur dégradation. C'est le souci, en fait, qui a animé, parce que quand vous voyez les motivations qui sont à l'origine de la création de l'agence, entre autres, c'est le souci de maintenir en bon état et d'entretenir, évidemment, ces espaces pour qu'ils jouent pleinement, en fait, le rôle
pour lesquels ils ont été érigés. Donc je trouve évidemment que c'est un souci à maintenir. Il faut évidemment que nous soyons dans la même dynamique que l'exécutif, qui veut que nous ayons des édifices en bon état, bien entretenus et qui aient un suivi quotidien. C'est pour cela que l'agence a été dédiée évidemment à la gestion, à l'entretien de ces édifices et ces espaces. 30 secondes pour finir avec le sujet. Oui, l'autre débat qu'il ne faut pas éluder, c'est que pour le commun des Béninois, on pourrait se dire encore une agence. C'est le chef de l'État qui vraiment est beaucoup plus centré agence. Moi, je voudrais simplement dire que encore une agence, mais une agence qui est quand même qui va être vraiment très opérationnelle sur un chantier sur lequel on n'avait pas vu d'autres agences en fait, parce que c'est un chantier particulier. Vous voyez, et moi, ça me fait plaisir de voir que l'Annexmo est de façon, je dirais, officieuse, est en train d'être, d'une façon ou d'une autre, est en train de se préparer à mourir. Voilà. Donc, parce que justement, ces attributions sont prises en compte. Ça veut dire qu'il y a aussi un souci de rationalité. Pourquoi créer une agence où il y a d'autres attributions qui sont prises en compte ici et d'autres par ici? Pourquoi ne pas créer une seule agence qui englobe tout cela? Donc, il y a un souci d'améliorer en fait la gestion. C'est vrai, on crée une nouvelle agence, mais si on se rend compte que cette agence-là peut quand même prendre en compte les attributions d'une autre agence, pourquoi ne pas les mettre ensemble? On l'a vu avec la CIRAT, également dans le secteur du numérique. Oui, si, c'est pour les besoins d'efficacité, surtout. Et puis, il faut dire en fait que le souci de rationalité guide en fait la philosophie, guide les actions du chef de l'État. Donc, c'est faire en sorte que nous dépensions moins et que nous économisions pour avoir des résultats assez impressionnants et élogieux. Bon vent donc à la PEP. Bon, voilà. Tout de suite, la rubrique Interactu. Pascal Ansem-Agueoundé, David Malpass, président de la Banque mondiale, a annoncé sa démission prochaine, en poste depuis 4 ans et âgé de 66 ans. Ce fidèle et ami de Donald Trump quittera donc son poste d'ici le 30 juin, avant la fin de son mandat. Il avait été critiqué pour son manque de volontarisme en ce qui concerne la question climatique, même si lui-même personnellement n'a pas évoqué les raisons de sa démission future. Bon, on peut quand même surfer sur toutes ces raisons-là que nous connaissons déjà. Mais avant tout, n'oublions pas la racine, c'est que c'est un républicain. N'oublions pas la racine. Et ceux qui sont actuellement au pouvoir, ce sont des démocrates. Je fais la nuance parce que l'homme dont on parle a servi sous George Bush, père, a servi sous l'ancien président Ronald Reagan, et a servi sous Donald Trump. Vous voyez, c'est pour qu'on sente un peu toute la ligne philosophique qui est derrière cet homme-là. Alors, quand un autre régime arrive, il y a toujours de façon indirecte, quoi que ce soit une démocratie qu'on qualifie de démocratie exemplaire parfois, il y a toujours de ces petites guerres en dessous entre républicains et démocrates parce que tel n'a pas la ligne franche sur tel dossier. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent, à un moment donné, finir par faire partie quelqu'un. Je voudrais d'abord saluer sa résilience parce que ça fait quand même un bon moment qu'il est critiqué sur beaucoup d'autres aspects et pas beaucoup d'autres hommes politiques. On cite notamment l'ancien vice-président Albert Gore. Voilà. Donc, l'homme lui-même, pour revenir à l'homme lui-même, il n'a jamais tenu, je dirais, un discours très franc sur la question climatique. Et on l'a évoqué il n'y a pas longtemps en plus. Et quand on lui demande s'il est d'accord avec les postulats scientifiques par rapport auxquels la consommation des énergies fossiles aggraverait le réchauffement climatique, il dit qu'il n'est pas scientifique. Il n'est pas scientifique. Donc, c'est une façon d'éluder la question, quoi qu'on ressente déjà le piège qui est derrière la question, en fait. On lui reproche également, on reproche à la Banque mondiale de ne pas investir suffisamment, de ne pas vraiment s'impliquer suffisamment dans ce pan-là, dans cette lutte-là, la lutte contre le réchauffement climatique. Et je pense que tout ça là a dû agir. Il y a un peu comme une désolidarisation par rapport aux dirigeants du pays de façon générale d'abord, parce que une institution internationale qui est placée dans un pays est forcément un peu sous l'emprise un peu de la gestion politique et de la gouvernance politique de ce pays-là. Mais à part cela, il y a également des guerres de leadership qui commencent déjà à se dessiner. C'est une bonne nouvelle pour ceux-là qui n'attendaient que cela. Pour les écolos. Oui. Francis Loyatade renoncer à un fauteuil aussi prestigieux, un poste aussi juteux, comme le disent les Béninois, à cause des critiques.
Non, je crois que c'est un homme de conviction. Et nos points de vue sont convergents. Je partage les analyses qui ont été faites tout à l'heure là. Mais je voudrais faire constater en fait que c'est vrai, il a 66 ans. Il était nommé, je crois, en avril 2019. Il projette partir le 30 juin, ça veut dire qu'il ferait 4 ans, 2 mois. Oui. Bon, alors si c'est le cas, il semble qu'entre la Maison-Blanche et lui, le courant ne passe pas sur le consensus scientifique, sur la question liée au réchauffement climatique. Il a même présenté ses excuses par la suite et a reconnu que l'action anthropique contribuerait essentiellement à cela. Cependant, c'est que les rapports n'ont toujours pas été au beau fils. Vous y voyez également en filigrane, comme l'évoquait votre vis-à-vis, les calculs politiques, la guerre entre les républicains et les démocrates. Oui, mais je ne veux pas donner de l'ampleur à ça. C'est tellement que ça compte. On ne peut pas l'occulter. Ils n'ont pas dit expressément. Donc, je ne leur ferai pas dire ça. Mais le constat est là qu'il y a quand même un problème de cohabitation. Et puis, il y a une réforme qui est visée, en fait, parce que la secrétaire américaine au Trésor porte une réforme qui vise, en fait, la banque, l'institution qu'il dirige, et qui doit amener désormais l'institution, sur ses investissements, sur ses financements, à surfer sur les questions climatiques. Oui. Entre autres, les grands enjeux mondiaux. Or, ce n'est pas évident que, n'étant pas convaincu, qu'il puisse engager l'institution dans cette dynamique. Donc, il a peut-être fait le bon choix d'annoncer à ses directeurs que d'ici horizon 30 juin, qu'il partirait. Et puis, vous avez dit, il a dit qu'il a fait de grands progrès. Il dit, ayant fait, je le cite, ayant fait beaucoup de progrès, et après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me lancer dans de nouveaux défis. Bon, alors, quels sont ces nouveaux défis? Des pressions dans l'ombre aussi, peut-être? Oh, il faut être malpasse pour le dire. Je crois que il est le seul à savoir quiconque les motivations du choix qu'il a fait de laisser cette institution prestigieuse. Vous savez évidemment que en Afrique, on penserait autrement. Les Africains ne feraient pas le choix de partir. Les Européens... C'est une affaire de culture aussi. Vous avez vu que quand vous et moi avions vu Sarkozy accéder à la plus haute fonction et que sa femme l'a abandonné, mais quelle est cette grosse bêtise qu'elle venait de faire? C'est quand l'homme devient président. Alors, qu'elle décide de se séparer de son mari. Alors là-bas, vous avez vu que c'est pour des questions de conviction et de choix, parce qu'il n'a peut-être pas adhéré entièrement en fait, au consensus scientifique sur la question climatique. Et n'étant pas convaincu, il ne veut pas s'engager. Ça a alimenté la tension entre la Maison-Blanche et lui, mais n'étant pas convaincu, ce n'est pas évident qu'il continue à servir dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. C'est pour cela qu'il a préféré partir pour laisser les autres continuer. La question climatique est vraiment très prise au sérieux dans certains pays comme les États-Unis, les grandes institutions qui dirigent le monde. Oui, la question climatique est une question d'ordre mondial. Vous savez, malheureusement, l'Afrique qui n'est pas, je dirais, vraiment contributrice là, à grande échelle de ce réchauffement-là, mais c'est elle qui est, d'une façon ou d'une autre, elle est la victime en fait, la victime de ce réchauffement-là. Mais les pays qu'on dit développés sont les pays les plus concernés par les mesures à prendre vraiment pour, d'une façon ou d'une autre, baisser la tendance haussière du réchauffement climatique. Et ça ne blague pas sur ces questions-là. Un mandat peut rapidement couler sur ces questions-là. C'est des questions qui peuvent emporter rapidement un mandat. C'est pas comme ici, on va dire environnement, sachet plastique. C'est pas ça qui va faire partie un président ici. Mais dans ces genres de pays, des questions d'ordre écologique, ça peut être vraiment le point de départ d'une chute vertigineuse. Donc, c'est pourquoi ça ne blague pas du tout, ce genre de questions. Et je comprends davantage qu'il démissionne parce que peut-être, voyant un peu la ligne de conduite qui arrive, il serait pas peut-être très confortable dans cette ligne de vision-là, et ayant quand même des convictions, et étant un spécialiste, parce que quand tu es spécialiste... Un technocrate. Oui, c'est un technocrate, il se dit, je ne veux pas être là et ne pas pouvoir le faire. Voilà, c'est mieux que j'aille me préparer pour d'autres défis. Et c'est là, je dis, le mot défi qui sort dans sa phrase, ce n'est pas un mot anodin.
c'est parce qu'il y a derrière ça beaucoup d'autres choses. Et j'ai rappelé, exactement, j'ai rappelé tantôt qu'il a servi sous 3 présidents déjà. Il a servi sous 3 présidents. Allez voir si la cohabitation avec les présidents n'a pas peut-être déjà commencé à faire nourrir des ambitions. Qui sait? Voilà. Ah ouais, il a été le principal conseiller en affaires internationales. Oui, de Donald Trump en plus. Voilà. Donc c'est un homme qui a une étoffe. Exactement. De l'expérience. Mais il n'est pas dans une zone de confort, là où il est, et puis il n'a pas les coups de franche. Je crois que c'est un choix responsable que de partir laisser un autre venir lui succéder, celui qui comprendrait mieux les défis et les enjeux actuels du monde. Finissons avec la dernière rubrique de cette émission, les potins de la toile. Francis Loja-Tade, le 14 février dernier, était dédié à la célébration de l'amour. C'est un sujet qui a alimenté les discussions sur la toile. Quelle est, votre conception du 14 février? Oh, mais ça dépend, évidemment. Vous savez que c'est une question de lorgnette, le regard que chacun porte sur le 14 février, sur la Saint-Valentin. Pour certains, la Saint-Valentin, pour l'affection, ce que Noël est pour la famille. Par contre, pour d'autres, c'est une pure invention et puis ça rend les gens snobs. C'est du mimétisme, c'est de la singerie et puis à la limite, ça rime avec la comédie. Mais ça offre des opportunités à beaucoup de personnes parce que ça ouvre un champ commercial. Parce que c'est l'interface pour le commerce. Vous voyez, la cosmétique, les bijoux, la lingerie, il y a plein de choses. Donc ça fait bonne affaire pour plusieurs boutiques et plusieurs commerçants. Mais écoutez, après tout, est-ce qu'il faut une date, il faut un jour, 14 février, une date pour célébrer l'amour du prochain, l'affection? Ça donne lieu à des dérives. Dérives, en fait, il faut dire dérives comportementales. On a noté dans bien des égards que c'est la jeunesse qui célèbre plus le 14 février. Et cette jeunesse, elle n'est pas mûre pour faire des choix responsables. Il arrive bien souvent qu'on annonce le 14 février que des événements déplorables, si ce n'est pas les viols par ici, c'est peut-être les grossesses non désirées, c'est nos jeunes apprenants qui sont encore sur les bancs de l'école ou dans les facultés à l'université. Des ruptures sentimentales aussi. Mais oui, 14 février aussi, ça provoque. Parce qu'avec les smartphones et autres, bon, alors, c'est le moment d'envoyer de petits cadeaux et puis des mots doux. Écoutez, chacun prend son plaisir là où il le trouve. Je crois qu'il est peut-être, une évidence s'impose. C'est que les hommes se donnent toutes des occasions pour célébrer, pour se donner de petits plaisirs. Donc, je ne suis pas contre. Mais il ne faut pas que dans l'inconscient collectif, qu'on porte ça comme une date à célébrer forcément. Il faut que l'amour règne. Et l'univers, évidemment, des humains, et que dans notre environnement humain, que nous apprenons à être affectueux, à être sensibles, à partager, évidemment, nos sentiments de cœur. Les sentiments amoureux par moment, mais ça donne beaucoup plus lieu à des rapports sexuels. Donc, c'est ce qui est déplorable. Parce que 14 février, ce n'est pas le boulevard pour le désordre. C'est pas la fête de la débauche. Mais oui, c'est ça. C'est l'alcool et le sexe qui sont mis en scène. Pascal Ansé-Maguéoundé, qu'évoque donc pour vous le concept de la Saint-Valentin? Bon, rien de plus particulier que ce que cela évoque dans le cœur de la plupart des citoyens du monde. On pourrait se dire pourquoi le 14 février pour célébrer l'amour, mais c'est de la même façon qu'on pourrait se dire également pourquoi le 8 mars pour célébrer la femme, alors que la femme on doit la célébrer chaque jour chez soi, c'est une valeur inestimable. Pourquoi célébrer une journée de lutte contre les enfants, contre la violence faite aux enfants ou faite aux femmes? Pourquoi telle journée? Je pense qu'on célèbre ce qui nous tient à cœur. On célèbre une préoccupation particulière qui peut devenir une préoccupation englobante d'ordre général, collectif. Donc, d'une façon ou d'une autre, 14 février, célébrer l'amour, on peut accorder quand même crédit à cela. C'est bien. Mais comment est-ce qu'on célèbre l'amour? C'est en fait ça le nœud. Et c'est là qu'il faut repenser la philosophie derrière cette fête-là. Et la chose est possible. La chose est possible si chaque acteur, dans son niveau de responsabilité, peut essayer d'inculquer cela
aux enfants à travers l'éducation. Parce que moi, je me dis 14 février, c'est ad aeternam. Il y aura plusieurs 14 février. Votre regard justement sur la mercantilisation des sentiments qui en découlent? Ben, c'est justement ça, les dérives qui font qu'il faut maintenant repenser la fête. Les dérives, parce que c'est devenu beaucoup plus une fête commerciale. Quand vous voyez un peu l'histoire de cette fête-là, qui était d'abord une fête traditionnelle chez les Romains, vous voyez, après c'est récupéré, c'est devenu une fête, je dirais, un peu religieuse. Après, ça dépasse encore la sphère religieuse, c'est devenu une fête laïque. Et finalement, c'est une fête commerciale, beaucoup plus commerciale parce que c'est le jour où on fait beaucoup de chiffres d'affaires. Vous allez dans les pays développés où les fleurs, les roses sont encore, je dirais, d'actualité. C'est les pays, à ce seul jour-là, les marchands de roses, mais vendent peut-être pour tout le mois déjà. Ils font un mois, ils font le chiffre d'affaires d'un mois. Vous en avez offert ou reçu? Vous savez, au Bénin, tu offres une fleur, toi-même qui offres, tu te sens déjà un peu comme un acteur, un cinéaste, et la personne qui reçoit te regarde également comme quelqu'un qui vient de la Lune. Donc, merci à vous, Pascal Ansem-Agueoundé. Je le rappelle, vous êtes journaliste au quotidien du service public La Nation. Merci à vous également, Francis Lojata, et analyste politique. Ce sera donc tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Rendez-vous dimanche prochain.